Bonjour à tous et bonne année, bienvenue dans le studio des experts. Alors pendant une heure, nous allons passer l'actualité de la semaine, de ce début d'année en revue. Et pour analyser et commenter tout cela, nous aurons 2 invités politiques et 4 experts. Le premier expert, il l'a fait avec grand talent de la radio et de la télé. Maintenant, il écrit ses texticules. Bonjour Hervé Meillon. Il faut bien préciser texticule, hein, on est d'accord. Il fait avec grand talent de la radio et de la télé et depuis toujours il écrit. Bonjour Pascal Vrébos. Bonjour. Elle décortique les âmes et les hommes. Bonjour Sylvie Losberg. Bonjour. Et elle porte la parole des consommateurs. Bonjour Julie Frère. Bonjour. Alors on commence en 2018 par cette notion d'année des femmes. On a l'impression que 2017, c'était déjà l'année des femmes, avec Balance ton porc, MeToo. Bien, cette année, on commence avec une bagarre entre féministes au travers de la liberté ou non d'importuner, mais aussi des mesures de répression contre le sexisme et le harcèlement à Bruxelles. Reportage Marie-Noël Dinan et Béatrice Brouton. 425 bruxelloises sont interrogées en face à face pendant 1 heure par des chercheurs de l'université de Gand. Et les premières conclusions sont interpellantes. 88% d'entre elles disent avoir été victimes au moins une fois dans leur vie d'intimidation à caractère sexuel. Non, ça ne m'étonne pas, malheureusement, c'est la vérité, je crois. Ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. On va dans la rue, le soir ou pas le soir, on s'entend de chez soi, ça arrive tout le temps. Dans plein de circonstances, en marchant dans la rue, se faire dire des choses pas agréables, déjà. L'étude révèle aussi que 30% des femmes intimidées se sont senties obligées de changer leurs habitudes ou leur comportement. Je me couvre, je mets mon écharpe, bien sûr, je marche vite. Ouais, ça me choque, c'est beaucoup. Et... il faudrait faire quelque chose alors. Faire quelque chose, c'est bien l'intention de la secrétaire d'État bruxelloise en charge de l'égalité des chances qui a commandé cette étude. En mars, une application devrait permettre de signaler directement via son smartphone le moment et le lieu de l'agression. Mais Bianca de Batz veut aller plus loin en instaurant la présence de femmes à pas, comme aux Pays-Bas. Quand on est victime d'intimidation sexuelle, en tout cas dans la rue, il n'y a pas toujours un agent de police pour le constater. Et là, le système avec lequel on travaille en Hollande, c'est effectivement des femmes policières en civil qui, effectivement, quand elles-mêmes sont victimes d'agressions sexuelles, elles sont agents, elles peuvent verbaliser. Une idée qui surprend. C'est un peu chercher le loup, quoi. C'est pas l'idéal, quoi. Ça peut choquer certaines personnes, mais oui, ça peut ouvrir les esprits d'autres personnes qui en général préfèrent fermer les yeux sur ce genre de sujet. C'est une bonne idée. Ça ne vous choque pas? Non. Faut pas avoir peur d'en parler. On l'a compris, pour endiguer le harcèlement de rue, il n'y a pas de recette miracle, mais il faut oser en parler. Alors Hervé Meillon, c'est l'année de la femme 2018, vous êtes d'accord? Oui, ça serait un peu ridicule de ne pas l'être, parce que on est en plein dedans, on vit des choses qui sont un peu curieuses, des choses qui sont même pas nouvelles. C'est ça. Moi, ce qui me heurte le plus, en fait, dans tout ce que, pardonnez-moi, dans tout ce qui est dit, c'est que je peux donner des noms, par exemple, comme le directeur du Festival du Rire de Montréal. C'est une histoire que je connais, moi, depuis 15 ans. Quand j'étais la première fois au Festival du Rire, on tape simplement sur Internet le nom de la personne en question et on sait qu'il a déjà eu ce genre de comportement. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi ça sort tout d'un coup. Pourquoi tout sort tout d'un coup avec tous ces gens-là, puisqu'il s'agit de Ozon. Pourquoi Ozon, tout d'un coup, il est pointé du doigt et il était dans tous les grands médias, Ozon. Et ça fait 15 ans qu'il pratique ce genre de choses comme ça. Donc c'est ça qui m'échappe un peu. Pourquoi tout d'un coup, tout sort, tout est comme ça. Et moi ça me sidère un peu parce que la femme est une victime. Il n'y a pas à tortiller une victime, mais c'est aussi depuis... Je ne veux pas dire des mots qui puissent un petit peu se retourner contre moi, mais je veux dire, c'est vieux comme la vie. C'est vrai qu'il faut maintenant lutter et que les femmes prennent la parole. C'est absolument génial. Alors les femmes à pas, enfin les policières, les femmes policières à pas. Bon, c'est le même principe que les policiers qui se fondent un petit peu dans la foule aussi pour essayer de voir les pickpockets, etc. C'est un petit peu le même principe. On va aller dans cette chose-là. Effectivement, si elles ont le pouvoir d'intervention, elles peuvent. Et je pense que ce que fait Madame de Batz, c'est pas mal du tout. Encore faut-il que ça soit suivi par les autorités maintenant. Pascal Vrébos. Oui, non. La femme martyrisée, violée, subit des chantages,
ça existe depuis, hélas, longtemps, ça existe encore aujourd'hui dans des pays étrangers qu'on connaît bien, ça existe aussi chez nous. Ça, c'est monstrueux, abominable. Alors, rien que ça, que certaines femmes aient été dénoncées des choses, c'est un bon coup de vent. Bon, alors, balance ton porc. Moi, la délation, ça me donne des frissons. C'est le tribunal des réseaux sociaux. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de... C'est balance ou ton porc qui t'embête le plus? C'est les deux. C'est d'abord le fait que tout le monde soit un porc. Voilà. Enfin, bon. Alors, ce qui est intéressant dans cette année, c'est que parmi les féministes, il y a un bol d'air. En effet, moi j'ai beaucoup apprécié le texte des 100 féministes, dont Deneuve et Anne Morelli, féministes historiques en Belgique. Pourquoi? Parce que ça montre que dans le combat féministe, heureusement, il y a des visions différentes. Alors, ce qui m'intéresse, moi, dans le désir, c'est montrer que c'est très complexe. Alors, la drague, oui, une drague sans dague, c'est-à-dire sans une codification 24 heures sur 24, mais quand quelqu'un dit non, c'est non. C'est aussi simple que ça. C'est non, c'est non. La parole aux femmes. Sylvie Losberg. Mais alors, je pense qu'on se trompe de débat quand on mélange la question du harcèlement et de l'agression avec la question de la sexualité. Pour moi, ce qui se passe dans ce débat et qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est la question de la domination. Donc c'est une domination qui est historique, qui est patriarcale, qui est sexiste par toutes sortes d'influences culturelles et religieuses. Et là, il faut travailler aujourd'hui. Alors, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec Deneuve et compagnie, avec les uns et les autres, pour moi, ce sont des commentaires. Le constat est posé maintenant. Les femmes sont entendues qui, depuis des décennies, sinon des siècles, subissent cette domination. Comment on va en sortir? Et je pense qu'on va en sortir, non pas en faisant des femmes à pas ou des sanctions pénales, même si ça peut avoir évidemment un sens parce que la loi dit la norme, mais il faut éduquer. Et là, je me retourne vers le CDNV et le CDH. En Belgique, nous avons des problèmes pour faire de l'éducation à la relation affective et sexuelle. On n'a pas de label contraignant pour les gens qui rentrent dans les écoles. On n'a pas de généralisation de ces animations. Et je pense que c'est ça qu'il faut exiger aujourd'hui. Tous les jeunes doivent avoir accès à ces animations. Et ce n'est pas le cas. Politiquement et idéologiquement, il y a des freins. On en reparlera avec nos invités. Julie Frère. Mais je ne peux que rejoindre tout ce que Sylvie vient de dire. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense que 2017 a été une année absolument formidable par rapport à la libération de la parole des femmes. Peut-être qu'on peut se poser la question de pourquoi maintenant, mais je ne sais pas si c'est vraiment la question à se poser. Simplement se dire heureusement qu'on arrive au moment où la parole se libère. Et je pense que, j'espère en tout cas que 2018 va poursuivre cet élan dans le sens positif, dans le sens constructif, pour que finalement on puisse dénoncer des situations qui perdurent depuis beaucoup trop longtemps et que certaines femmes maintenant ont eu le courage de dénoncer. Eh bien, je vous propose d'écouter nos invités politiques qui arrivent maintenant. C'est le moment. Alors, Karine Lallieu, députée fédérale PS et chefine de la culture, du tourisme et de la propreté à Bruxelles. Georges Dalmagne, député fédéral CDH et conseiller communal, chef de groupe même CDH à Woluwe et Saint-Pierre. Eh ben, on va commencer par vous, Georges Dalmagne, puisque vous avez été mis en cause par Sylvie Losberg. Elle a mis dans le même sac CDNV et CDH en disant que tout ça est aussi une manière... Il faudrait peut-être mieux éduquer à la vie affective dans nos écoles. Et elle dit que CDH et CDNV bloquent cela dans nos écoles. Moi, je trouve ça quand même un tout petit peu un raccourci que d'aller dire que les problèmes qu'on a connus en France, aux États-Unis ou ici, etc., sont liés au fait qu'aujourd'hui, il y a un débat, qui est un débat tout à fait intéressant et utile et justifié, sur la manière dont on éduque à la sexualité et à la vie affective. Je pense qu'il y a un rôle de la société, des parents, en premier lieu, et puis effectivement de toute une série d'autres acteurs. Et nous, on n'est évidemment pas opposés à l'idée, évidemment, de renforcer cette éducation à l'école. Je pense qu'on fait déjà peser beaucoup de choses sur le dos de l'école. Je pense que le débat, c'est simplement qu'est-ce qu'on dit à des jeunes enfants. Bon, à ma connaissance,
c'est pas les jeunes enfants qui harcèlent aujourd'hui, c'est ce qu'on leur dit, dans quelle manière, de quel terme et avec quel dialogue avec les parents. Je pense que les parents ont parfois été surpris de voir des images très explicites. Bon, j'ai vu le débat en Flandre auprès de jeunes enfants et moi, à juste titre, comme parent, je suis parent de 4 filles. C'est vrai que si on a un discours à l'école sur l'éducation à la sexualité, à la vie affective, eh ben, j'aime bien aussi, moi, être concerné. Je suis parent, je me sens concerné, évidemment, par la manière dont mes filles seront traitées, seront éduquées sur ces questions-là. Contrôler le cours. Mais contrôler, c'est un dialogue. Je trouve que comme parent, moi, je ne suis pas sur le banc de touche, évidemment. Je suis le premier concerné sur la manière dont mes filles seront traitées, sur la manière dont elles vivront, effectivement, leur vie affective et sexuelle. Et je pense que le débat, il est là, évidemment. Il n'est pas sur le fait que oui ou non, il doit y avoir une éducation. C'est la manière dont, parfois, des enfants très jeunes sont effectivement confrontés, sont évidemment concernés, sont évidemment impliqués dans ces débats-là. Mais je trouve qu'il y a un petit peu un raccourci sur le débat actuel et sur la manière, effectivement, dont une société en général, on le voit en France, aux États-Unis ou même chez nous, effectivement, on va proposer à Karine Lallieu de réagir là-dessus. Dont on a dit, ce sont le machisme, parfois l'autoritarisme ou l'inégalité entre les sexes, c'est une histoire qui est vieille comme le monde. Elle doit être réglée et effectivement, elle doit être mieux réglée. La réplique à Karine Lallieu. Mais simplement, elle vient de l'éducation. Si les adultes, si les adolescents parlent à une fille en la traitant de salope, alors parce qu'il ne sait plus comment lui dire, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est une relation affective et sexuelle, parce qu'il ne voit que du porno à travers les médias sociaux ou à travers sa tablette. Non, il faut absolument que nos écoles... Et ben, les contrôles pédagogiques, ça se fait avec les pouvoirs organisateurs. Hein. Pourquoi ce cours-là plus qu'un autre? Oh, ben les parents, ils peuvent aller discuter avec... Mais je t'ai pas... Non, mais je veux dire, sur la vie affective de mes enfants, je me sens concerné. Je termine. Simplement, il est indispensable que dans nos écoles, il y ait des cours reconnus, hein, par évidemment la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est ce qu'elle fait, ou par d'autres pouvoirs organisateurs, des cours d'éducation sexuelle et affective. C'est indispensable, justement pour ce respect. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le respect et la connaissance de l'autre sexe. C'est la connaissance des... On ne sait plus qui est la fille, on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire une relation sexuelle, je ne vais pas dire normale, parce que je ne veux pas avoir de normalité, ça n'existe pas. Consentie. Mais consentie, qu'est-ce que ça veut dire le oui, qu'est-ce que ça veut dire la drague correcte. Et ça, les parents ont évidemment leur rôle à jouer. Oui. Eh bien, c'est-à-dire que quand la fille dit non, Pascal Brébos a bien dit, c'est non. Parce qu'elle parle, voilà. Il parle bien. Hein. À un moment donné, oui, évidemment, la séduction fait partie de nos sociétés. Évidemment, la drague fait partie de la société. Mais évidemment, c'est dans le respect et le consentement. Est-ce qu'on peut être importuné? Mais jusqu'à quel point? Ça dépend. Moi, si importuné, c'est mettre une main aux fesses ou une main au sein, non. Évidemment. Jean-Jacques, je voudrais ajouter, Karine, et aux demoiselles qui sont là aussi, à Julie, etc. Je vous raconte un fait. Bon, moi j'ai ma fille qui a dû aussi vivre ces choses-là quand elle allait à l'école à Liège, etc. Ça a été assez dur, cette période où elle était traitée, etc., maltraitée par les jeunes pour la draguer, etc. Moi j'ai eu un petit cas précis. Vous avez ça n'a peut-être pas de rapport. J'ai une dentiste ici, à Bruxelles, hein. Toi aussi, Georges, je pense que vous en avez une aussi, une dentiste. Et cette dentiste, ça m'a surpris. Ah oui. Vous ne savez pas où je veux en venir, mais ça m'a surpris, Karine. Ça m'a surpris. Cette dentiste, chaque fois qu'elle me soignait bien, mais elle posait ses seins sur mon épaule. Eh bien, figurez-vous que la douleur. Alors, est-ce que c'est pas... Alors, on amène de l'humour à ça, mais figure-toi que je n'ai plus été séché dans... Ça vous a mis mal à l'aise. Elle m'a mis mal à l'aise. Okay. Donc, je veux dire que tu sois un homme ou une femme, tu peux être mal à l'aise. Sylvie Losberg. Oui, je sais. Mais je ramène... Sylvie Losberg. Donc, sur la question d'être importuné, il y a des gens qui nous importunent pour des raisons sexuelles et d'autres. Donc c'est comment on réagit, comment on apprend à réagir et on n'apprend pas à réagir. Donc ça, je pense que c'est aussi le rôle de l'EBRAS. Et pour répondre à M. Dalmagne sur le fait que la famille devrait pouvoir avoir un droit de regard,
La famille, elle fait ce qu'elle veut dans la famille. L'école, c'est l'école de tous. Et apprendre à déconstruire les stéréotypes, à modifier notre perception d'un sexisme qui est généralisé, qui est historique, qui est même légal. Je veux dire, ça doit se faire à l'école. Tout à fait d'accord Eh là-dessus. bien, je pense qu'il y a... Écoutez, je travaille depuis 10 ans sur les VRAS, en Fédération Rennais Bruxelles. On n'arrive pas à obtenir... d'affection. Oui, ça s'appelle éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. On n'arrive pas à obtenir une généralisation à tous les niveaux, dans toutes les filières, ni avec un label pour les gens qui rentrent dans les écoles. Donc il y a des problèmes. Georges Dallemagne n'est pas ministre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les problèmes sont là. Pascal Vrebosch. Parce que ça me fait rire tout ça. En 2000, Hervé Asquin demande un cours de citoyenneté, de philosophie, d'éducation sexuelle et de sexualité. 2000, on est en 17, 0 nenni. 18. Ce cours, ce cours qui existe aujourd'hui, c'est pour rigoler. Quand vous avez un religieux qui enseigne le dogme le matin, le libre examen l'après-midi, on rigole. Et là, il y a une responsabilité totale des politiques, du politique, de n'être pas arrivé à faire ce cours de 2 heures dans tous les réseaux. Faire la polémique. Il y a une responsabilité, effectivement. On ne va pas dire qu'elle est là. Le clivage n'est pas gauche-droite. Le clivage, il est catholique, non catholique. Je regrette. Et c'est ça qui a bloqué pendant très longtemps les cours de citoyenneté et a favorisé les cours de religion. Je l'ai déjà dit ici d'ailleurs, il y a 2 ans. Est-ce que c'est pas une caricature? C'est une caricature totale. Parce qu'il y a à part le CDH... Non mais allez, Pascal Vrebosch, je ne comprends pas. Sur la question initiale, comment on en arrive à répondre sur le cours de ciel. Ça, c'est le plaisir d'une émission de débat, Georges Dallemagne. Non, parce que dans la citoyenneté, il y a la relation avec l'autre. Soyons sérieux. Non, je suis très sérieux. On en est aux questions de harcèlement des femmes. Terminons je pense que c'est une question évidemment sérieuse, qui mérite évidemment qu'à l'école, elle soit abordée, qu'elle soit abordée sérieusement et complètement. Ça me paraît l'évidence même. Bon, voilà. Et ça ne l'est sans doute pas suffisamment, et ça me paraît l'évidence même. Mais je veux aussi rajouter, parce que soyons quand même de bon compte, ce qui se passe ici aujourd'hui à Bruxelles ou ailleurs en Belgique ou dans le monde n'est pas lié au fait que directement il manque un cours ici juste maintenant. Attendez, parce que c'est arrivé des États-Unis, ce mouvement, il est allé en France et puis il est arrivé. Donc le problème existe partout. Il existe partout. Il est lié effectivement à une société qui effectivement sur cette question-là reste violente, totalement de manière injustifiée et qui doit être réglée par une série de dispositions dont celle dont vous parlez. Bon, soit, mais aussi par d'autres types de dispositions. Je pense qu'il me paraît évident que sur des adultes, que la police doit pouvoir être impliquée là-dedans, qu'il doit y avoir d'autres types de dispositions. Je trouve que c'est un petit peu caricatural d'aller dire c'est parce que c'est la ministre de la CDH là-bas qui n'a pas fait son boulot. Allez, soyons sérieux. J'ai dit 17 ans, j'ai dit le politique. On va terminer sur ce dossier-là et on en reparlera, puisqu'en 2017, on en a à peu près parlé toutes les semaines, donc je crois qu'en 2018, on en reparlera beaucoup aussi. Et là, je voudrais revenir sur un débat que vous avez connu tous les deux, vous, à la Chambre, jeudi après-midi. C'est quand on a parlé de la position du gouvernement et de la NVA. Et se demander, cette NVA en début d'année, on avait déjà aussi l'impression que c'était le parti politique des années précédentes, mais en 2018, la NVA et sa stratégie, ça a l'air d'être assez important aussi. Pour Charles Piquet, qui a 36 ans de vie politique au compteur, il dit que ça devient même inquiétant. Je pense que la région bruxelloise n'a jamais été, depuis que je la connais, depuis que je l'ai mis en route avec d'autres, elle n'a jamais été autant menacée que maintenant. Elle est menacée par le fait qu'un parti anti-Bruxelles, anti-institution bruxelloise, la NVA, peut connaître un certain succès aux prochaines élections, peut se reposer sur des compagnons de route d'autres partis éventuellement pour créer une capacité de blocage de l'institution bruxelloise. C'est possible. Il vaut mieux toujours anticiper les périls que de les oublier en chemin. Alors que veut vraiment la NVA, Pascal Vrebosch, c'est ce qu'on sait. Comme l'a dit d'ailleurs Hervé Asquin dans Le Soir, Bardouet étant l'homme politique le plus brillant et le plus intelligent, il a sûrement des stratégies. C'est un homme pétri de culture latine et grecque.
Et donc, c'est, à mon avis, un grand stratège. Alors, ce qu'elle veut, moi, je n'en sais rien. Elle semble vouloir, en tout cas, c'est avoir une politique économique telle que le gouvernement Michel le fait. De droite, oui. De droite. Ne pas faire trop de communautaire ou le faire en catimini, d'une certaine manière, et puis remporter les élections. Évidemment, comme l'opposition tape très très dur contre Franken, qui devient d'ailleurs de plus en plus populaire chez les francophones, c'est sans doute la mauvaise méthode, parce que Franken soit le Twitter fou et qu'il soit dans une communication, je dirais, de dingo, et qu'il fasse des fautes politiques en accusant le premier de propos absurdes, moi, tous les gens que j'interroge disent qu'il fait du bon boulot. Je suis désolé, l'office étranger, enfin des gens, ils font du bon boulot. Il suit la politique du gouvernement, on ne peut pas lui reprocher. Il communique évidemment très très mal. Et puis quand il reçoit le renfort de Tobac, socialiste historique flamand, ça fait quand même réfléchir et ça montre que tout ce problème est d'une rare complexité et qu'on peut difficilement avoir chez nous, en francophonie, un débat là-dessus. Et là, je pense que certains partis, notamment de gauche, portent une lourde responsabilité, c'est d'avoir considéré comme tabou l'immigration pendant toutes ces années, de n'avoir jamais osé en parler rationnellement. Karine Lallieu, par rapport à ça, est-ce que vous croyez que la stratégie là, de l'opposition, est-ce qu'elle est bonne? Parce qu'effectivement, on voit que Franken, on a l'impression que sa cote de popularité monte plus on l'attaque. D'abord, ce que disait Charles Piquet, c'est évidemment pas que Franken, c'est le rôle de la NVA dans ce gouvernement. Le rôle de la NVA, c'est-à-dire que la NVA dirige le gouvernement. Alors, si on veut quitter simplement Franken, regardez ce qui s'est passé ces dernières semaines. Juste avant le pacte énergétique, enfin, monsieur Vrebo, ce pacte énergétique, négocié pendant 3 ans par une ministre émère, madame Mariem, validé par un autre ministre émère, monsieur Cruc, validé par le gouvernement wallon et le gouvernement, pas une même majorité, hein, émère, gouvernement wallon, gouvernement bruxellois, tous les partis, 6 partis. Eh bien, la NVA, monsieur De Wever, donc je quitte l'immigration, puisque là c'est peut-être polémique gauche-droite. La NVA dit non, ce n'est pas un pacte, c'est un outil de travail, on verra bien ce qu'on en fera, et hors de question qu'on sorte du nucléaire. L'après-midi même de la signature de ce pacte et de la sortie de 4 ministres, dont 2 ministres émères, le Premier ministre vient dire que c'est un document de travail et que ce n'est pas un pacte. Alors si c'est ça, à un moment donné, c'est ça que Charles Piquet dit à un moment donné, c'est qu'aujourd'hui, c'est qui dirige le pays? Et c'est qui fait en sorte que ce pays fait une politique pour la Flandre, avant tout pour la Flandre? Et Bart Le Wever l'a lui-même dit dans ses interviews. Et donc, très clairement, pas en catimini. Elle est claire. Et ce que je regrette, c'est que dans ce gouvernement, il n'y a déjà que 20% de francophones. Ok, c'était les élections, c'est la démocratie. Dans le gouvernement, il y a 50% de francophones. Ils ont une majorité qui représente 20%. Qui représente 20%. Effectivement, oui. c'est la démocratie. Ils pouvaient le faire. Mais que les francophones ne sont même plus capables de défendre les francophones. Regardez le survol de Bruxelles. Regardez les numéros. Les autres, ils sont pas parvenus non plus, hein. Regardez les numéros inamis. Oui. Regardez ce qu'on fait avec l'armée. Regardez ce qu'on fait avec le pacte énergétique. Et regardez ce qu'on fait avec l'immigration. Parce que là, il y a le tabou de l'immigration. Mais remballer des gens vers la torture, c'est pas un tabou d'immigration, c'est le non-respect de conventions internationales et de droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'a fait le Premier ministre? Et qu'est-ce qu'a fait le Premier ministre? Il a menti parce que Franken a menti au Premier ministre. Et le Premier ministre ment devant un Parlement. Ça veut dire qu'il ment devant les citoyens. Parce qu'un de ses secrétaires d'État lui a donné une fausse information. C'est pas seulement une polémique par rapport à quel type d'immigration et quel type de conventions on respecte. On doit respecter les droits de l'homme et les conventions internationales. On ne les respecte pas par rapport à un Franken qui fait ce qu'il veut. Tous les deux le même avis. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez répondre à la question, Georges d'Allemagne, sur est-ce que vous ne servez finalement pas quelque part les intérêts de Franken et de la NVA en tapant dessus, en voyant que leur cote de popularité augmente et qu'ils peuvent peut-être arriver au pouvoir à Bruxelles grâce à des électeurs francophones? Ce sont mes principes pour autant. Hein. C'est un vrai problème. Il y a une demande populiste aujourd'hui, en Belgique comme ailleurs. Il faut en tenir compte. C'est pas pour ça qu'il faut chanter avec les populistes. Ça, c'est la première chose. 2, je ne peux pas admettre qu'on ait mis la tête dans le sable sur la question de l'immigration pendant 30 ans. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, le principal argument du gouvernement hier, c'était de dire
on est plus accueillant, on est plus généreux qu'auparavant. Donc, en réalité, progressivement, par rapport à un problème, une question migratoire de plus en plus importante, les portes se sont fermées progressivement. Et c'est vrai qu'il y a tout un débat, qui est un débat difficile, sur lequel il faut être nuancé, sur toutes les questions de migration et d'une manière générale sur les questions d'identité, qui vont être au centre de beaucoup de discussions politiques, on le sait, on le sent, et ça va être des questions qui ne seront pas faciles à traiter demain. Je pense qu'il faut éviter de chanter comme les populistes sur ces questions-là. Moi, en fait, en réalité, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est dans bien des domaines d'essayer de sauver l'accord de gouvernement. Je vais vous prendre 3 exemples. Politique migratoire ferme et humaine. Ferme, elle l'a été dans le cas du Soudan. A-t-elle été humaine? C'est vraiment ça qui a été la question sur le Soudan. Donc ça, c'est sur le Soudan. Sur le survol de Bruxelles, l'accord de gouvernement, c'était on ne va plus survoler les zones densément peuplées. C'est terminé, on n'en parle plus. Belot a annoncé que sous pression de la NVA, on allait garder les avions sur Bruxelles. L'accord énergétique, Karine Lallieu vient d'en parler. En réalité, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est essayer, et c'est très paradoxal, de sauver les balises qui n'étaient peut-être pas les meilleures. Vous êtes l'allié de la Suédoise. Non, nous essayons. De l'accord. En tout cas, vous savez que le CDH a toujours été dans une position constructive et que dans bien des cas, nous avons... c'est pas parce que maintenant vous êtes copain avec Michel. J'ai soutenu en matière de terrorisme, j'ai soutenu dans toute une série de domaines, et le PS parfois a pu être surpris, certaines dispositions du gouvernement. Mais ce que je constate aujourd'hui, et ce n'est pas une formule en l'air comme ça, c'est qu'effectivement, le pouvoir n'est plus à Bruxelles. Le 16 rue de la Loi ne dirige plus le pays. Et ça, c'est un grave problème pour l'avenir du pays. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit fleurir en Flandre des caricatures avec un Premier ministre qui est un pantin entre les bras de Bart De Wever, et que Bart De Wever ne vient jamais au Parlement alors qu'il met le feu au pays, ça, c'est un problème pour la légitimité et l'autorité du pays. Vous savez, je ne connais pas d'autres chefs d'État qui auraient toléré une seule seconde qu'on ait traité d'absurde ces propos quand il annonce le premier... Attendez, quand il annonce au Parlement, le Premier ministre venait d'annoncer, nous allons geler les retours au Soudan. Donc pour vous, pas question de monter en 19 avec la NVA. Même pour sauver les meubles. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que la NVA continue d'affaiblir l'État fédéral, parce que c'était ça la question. La NVA, quelle est sa stratégie? Mais c'est de montrer que le pays est ingouvernable et de tout faire pour faire en sorte qu'il soit ingouvernable. Et vous disiez l'objectif de la NVA, c'est l'indépendance de la Flandre. On va quand même pas rêver, c'est ça. Attendez, on va essayer que cette émission ne soit pas ingouvernable. Donc on va passer à la rubrique suivante qui s'appelle Tête d'affiche. Et je vais vous proposer à chacun 4 visages qui ont fait l'actualité de ces dernières semaines. On va commencer par vous, Karine Lallieu. Vous allez voir devant vous. Le premier personnage, c'est France Gall, bien sûr, l'interprète disparu à 70 ans. Puis Jean-Pierre Ludgen, patron d'Ice Watch, élu manager de l'année. Éric Labourdette, le syndicaliste pompier dont les oreilles ont dû siffler pendant la commission de mardi, ou Philippe Herman, le nouveau capitaine du port de Bruxelles. Alors vous avez le choix, France Gall, Jean-Pierre Ludgen, Éric Labourdette ou Philippe Herman, qui choisissez-vous? Eh bien, je vais prendre Jean-Pierre Ludgen. Ah. Mais parce que c'est le frère de Benoît. Non, parce que manager de l'année, je pense qu'il a montré que il venait d'une zone rurale. Alors bon, je suis bruxelloise avec tout le patrimoine bruxellois, mais voilà, il a montré à un moment donné que la volonté d'entreprendre, la créativité, parce que bon, c'est aussi de la créativité, c'est de l'imagination, c'est de la plus-value, faisait qu'à un moment donné, eh bien, même du fond de la Wallonie qui est si souvent décrié, on peut rayonner dans le monde entier, et c'est de l'optimisme, c'est aussi de l'optimisme, c'est dire que nous avons aujourd'hui énormément des talents partout, sans doute qui ne sont pas assez exploités, qu'on les soutient pas assez, mais que tout est possible, et que c'est possible aussi quand on est en Europe, aussi quand on est en Belgique, et pas seulement quand on est aux États-Unis ou ailleurs. Et ici, avec un produit quand même particulier, les montres, c'est pas facile, hein, je veux dire, avec les montres, et voilà, et c'est... Voilà. Donc, moi, partie des managers de l'année. Oui, manager de l'année, comme nos chocolatiers, comme d'autres choses. On voit beaucoup d'aujourd'hui de managers, de petits indépendants qui travaillent, qui sont créatifs et qui créent des produits qui rayonnent après dans le monde entier. Et ça me fait plaisir, j'aime bien. Alors, la Belgique rayonne. Très bien. Vous, Georges Allemagne, je vous propose d'abord Dominique Leroy, obligé d'offrir des compensations à ses clients mécontents chez Proximus TV. Dara Tombroff, une comédienne danseuse bruxelloise découverte dans le film Jalouse. Alain Destex, qui veut
faire sa liste MR tout seul à Excel, ou encore Jeff Bezos, le patron d'Amazon, devenu l'homme le plus riche du monde. Alors qui choisissez-vous? Dominique Leroy, Dara Tombrov, Alain Destex ou Jeff Bezos? Allez, je vais choisir Dara Tombrov, même si je la connais à peine, parce que je trouve qu'on a besoin plus que jamais d'art, de culture, de créativité, de légèreté. Voilà, je pense c'est essentiel. Moi, c'est ce qui me permet tous les matins d'avoir du plaisir et du bonheur. C'est l'art, c'est la culture, c'est toute cette créativité, c'est toute cette jeunesse qui se lance dans des métiers, dans des passions dont on dit souvent qu'elles ne permettent pas de vivre et qui pourtant s'y lancent cœurs et âme. Voilà, donc bravo pour elles. Un message très positif tous les deux. Depuis quelques semaines, avec notre partenaire Cumuléo et Transparencia, nous demandons des nouvelles, la transparence communale en général. Donc là, je posais une question à chacun d'entre vous. Peut-être d'abord à Georges d'Allemagne. Benoît Serex était venu dans notre studio, c'était au début décembre, et il avait dit que les rémunérations et frais de mandat dérivés allaient se retrouver dans le rapport annuel et les éléments rendus au public, et c'est toujours pas le cas. Alors, qu'est-ce que répond le chef de groupe CDH? En tout cas, c'est au moins partiellement le cas, puisqu'ils ont été distribués, rendus publics en séance publique du Conseil communal, et nous avons eu un débat approfondi pour la première fois sur ces questions-là, en pointant toutes les rémunérations, il y a 3 semaines. Donc alors peut-être que ça doit encore être mis sur le site internet de la commune. C'est en bonne voie. Voilà, tout à fait. Et c'est public. Bon. Alors, dans votre cas, Karine Lallieu, il y a une demande de Transparencia, pas sur les mandats, parce que ça, c'est rendu public pour 2016, en tout cas, et bientôt pour 2017. Mais Transparencia dit, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de publier les cadastres des subsides qui sont octroyés dans le cadre des différents échefinats? Il faut savoir que tous les subsides, quel que soit le montant du subside, à partir de 100 €, passent par le collège et puis par le conseil communal. Donc, évidemment, tous ces documents sont à disposition de l'ensemble des citoyens sur le site internet de la ville, et on sait à qui ils vont, pourquoi ils vont, pour quel projet et avec le montant. Donc, c'est totalement public et c'est bien légitime puisque c'est de l'argent public qui va. Moi, je suis en culture, évidemment, j'ai énormément de subsidiations, d'événements, d'artistes, d'expositions, mais évidemment, tout est dans la transparence totale, bien évidemment, et on n'a pas une somme en dessous duquel on peut tout faire. Ça veut dire qu'à partir de 20 €, ça passe au conseil communal. Tout passe au conseil communal. Okay, donc c'est accessible aussi. Oui. Merci à tous les deux pour vos réponses. Je propose de parler d'un autre phénomène de l'année 2018, qui est déjà aussi phénomène 2017, 2016, etc. C'est la mobilité. Alors ça, on ne peut pas dire qu'à Bruxelles, ce ne soit pas un choix intéressant de sujet. Cette semaine, on a appris... par exemple, que le chantier RER redémarrerait en mars, en tout cas pour une ligne. Mais on a aussi appris que les vélos partagés, c'était pas toujours très très simple. Et je vous propose de regarder ce reportage de Michel Guéillère et de Quentin Rossels. Quelques clics et un vélo que vous pouvez utiliser à votre guise, sans borne fixe. Le vélo libre-service est un mode de déplacement tendance en Europe. C'est facile, vous ne devez pas vous inquiéter pour votre vélo, vous le prenez et vous le rendez comme vous voulez. Pourtant, Gobi Bike, acteur bruxellois important, annonce qu'il jette l'éponge. Au cours des dernières semaines, le vandalisme et les attaques contre notre flotte ont dépassé la limite de ce que nous pouvons surmonter. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous mettons fin à notre service à Bruxelles. Sur Internet, les images de ces vélos saccagés pullulent. Mais est-ce là tout le problème? Gobi Bike se retire de Bruxelles, Lille et Reims et se maintient pourtant à Paris. Le modèle proposé chez nous coûte 18 € à la fabrication. Ce sont des vélos effectivement qui sont très légers, mais qui sont aussi composés de beaucoup de plastique. Donc fatalement, ce sont des vélos qui ne sont pas très très résistants. Et donc ça explique aussi qu'on se plaint de vandalisme. Je crois que ce ne sont pas des vélos qui sont taillés pour résister même à une utilisation intensive. Autre problème, le business model. 900 vélos, un lancement en hiver. Gobi Bike a sans doute mal étudié le marché bruxellois. D'autres opérateurs se maintiennent. Pascal Smet veut promouvoir le libre-service. Il promet un cadre légal d'ici à la fin de l'année. Éviter que les vélos sont lésés à l'abandon, que les vélos en panne restent dans l'espace public, qu'il y a des endroits où ils placent mais ils ne peuvent pas placer les vélos. Par exemple, la Grande Place, il ne faut pas avoir de ce genre de vélos stationnés à la Grande Place. Il reste actuellement quelques 6000 vélos partagés à Bruxelles, dont plus de 1000 en libre-service. C'est
C'était pourtant une bonne idée, Georges Zalman, de se dire qu'on peut comme ça partager des vélos et les laisser. Comment on peut le faire avec des voitures déjà? Apparemment, ça fonctionne pas. Tout à fait, c'est super. J'espère qu'effectivement, ce ne sont que les plâtres qu'on essuie d'une expérience qui démarre. Moi, je salue l'initiative du gouvernement bruxellois et de Pascal Smet. Il a parfois été décrié sur sa mobilité, mais là, je trouve que c'est une bonne idée. J'ai appris qu'une ordonnance venait d'être adoptée par le gouvernement bruxellois en première lecture pour soutenir ce type de projet. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Ça fait partie évidemment de l'ensemble du dispositif qu'il faut accélérer, mettre en place sur Bruxelles pour essayer d'améliorer effectivement la mobilité des Bruxellois et d'éviter toutes ces congestions insupportables qu'on connaît. Donc oui, c'est une bonne idée. Julie Frère, au niveau du choix qu'on a du budget mobilité, est-ce que ça commence à devenir un petit peu sérieux à Bruxelles? Mais en tout cas, je trouve que ce sont des très bonnes initiatives. Maintenant, c'est très bien de proposer des vélos, mais il faut aussi qu'il y ait des pistes cyclables pour qu'on puisse faire du vélo de manière sécurisée à Bruxelles. On est encore quand même très loin de certains pays voisins. Il y a des améliorations. Tout ce qui va dans le bon sens, évidemment, nous le soutenons. Il y a aussi ces voitures partagées qu'on voit de plus en plus se développer, qui a l'air de bien fonctionner à Bruxelles. Et alors, moi, je voulais attirer l'attention des Bruxellois sur le fait que moi, je me suis récemment débarrassée de ma voiture et j'ai appris que j'avais droit à une prime vélo. Et donc, je ne le savais pas. Donc, c'est la prime bruxellaire. Et donc, j'ai droit à une prime pour aller m'acheter un vélo et des accessoires de vélo. Je pense que ce sont vraiment des informations pertinentes à savoir et qu'il devrait y avoir un peu plus de communication autour de ces initiatives-là. Hervé Meillon. On parle de la mobilité, mais pourquoi ce vandalisme contre ces vélos? Qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, c'est pas du vandalisme. Vous aviez un exemple, Karine Lallieu, à Amsterdam. C'est du vandalisme. Une partie de vandalisme, et puis j'ai bien entendu que ces vélos n'étaient pas fort solides et ne résistaient peut-être pas. Oui, Bruxelles n'est pas plein. Hein, donc c'est en Europe, hein, c'est pas que sur Bruxelles. Et deux autres sociétés restent d'ailleurs. Ce qu'il y a, c'est que ils sont aussi abandonnés n'importe où. C'est ça. Qui sont plus pratiques, mais c'est quand même parfois dérangeant. Vous êtes sur un trottoir et tout d'un coup, vous avez 5 vélos et le piéton ne sait plus passer. Donc peut-être qu'il le pousse sur la rue, ou il le met sur la rue, ou pas au bon endroit. Donc je pense que l'encadrement, il faut évidemment valoriser ce type d'expérience. Donc c'est une connerie. Et non, il faut les valoriser, mais les encadrer. Les encadrer un tout petit peu. Parce que par exemple, Amsterdam a arrêté les vélos qu'on peut abandonner n'importe où parce que c'était totalement l'anarchique. Pourtant, Amsterdam adore le vélo. Donc il faut un minimum encadrer parce que ces personnes ne font pas d'études de marché. Et le système, par exemple, mais l'avenir, les vélobox qu'on met, mais l'avenir, c'est le partage. Et notamment les voitures partagées. Tout le monde ne pourra plus avoir sa voiture demain. Alors oui, il a quand même le droit de dire quelque chose. Vélo électrique peut-être, Pascal. Du vélo électrique ou du vélo d'appartement? Que Pascal Smet n'ait pas songé quand même à cela avec cette pute de Bruxelles, suivant son expression ô combien symptomatique. Et moi, je me suis fait une réflexion ces derniers temps où c'est vrai que les chantiers pullulent. S'il y avait autant de chantiers intellectuels dans notre pays qu'il y a de chantiers routiers à Bruxelles, je pense qu'on aurait plusieurs Nobel dans l'année. Sylvie Losberg. Oui, alors sur la question de la mobilité, c'est clairement un problème, voilà, c'est le serpent de mer à Bruxelles. Hein, je veux dire, depuis des décennies, c'est un problème, je pense qu'on a investi de travers, où on n'a pas réfléchi, enfin bon. Donc, pas de zone de basse émission, RER nul, les tramways en surface, bof. Mais sur la question des vélos, franchement, malgré toute la bonne volonté, rouler à vélo à Bruxelles, c'est super dangereux. Moi, je regrette, c'est super dangereux. On est là au milieu des rails de tram, on a le tram derrière soi, on a les voitures sur le côté, on n'a pas de place. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais si on veut privilégier le vélo, je pense qu'il faut faire exactement ça, c'est-à-dire des chantiers pour les pistes cyclables et pas des chantiers pour remettre des pavés. Pour le moment, c'est vrai que Pascal Smet fait beaucoup de chantiers et parfois dans l'anarchie, on est d'accord. Mais il y a une chose où il a mis l'accélérateur, franchement, et les communes et la région, et Pascal Smet en particulier, c'est sur des pistes cyclables, et notamment des pistes cyclables sécurisées. Parce que c'est ça que veulent aussi les cyclistes. C'est ne pas spécialement... Non, avec des bons vélos, il faut dire qu'il y a des promotions maintenant des vélos électriques aussi, parce que la difficulté par rapport à d'autres villes plates, je rappelle que Bruxelles, ça monte et ça descend et c'est plus dur. Et donc l'avenir, c'est aussi les vélos électriques. Mais je crois que l'avenir, ce sera la mobilité, notamment, je ne suis pas anti-voiture, mais
aussi la mobilité douce. Et pour une ville comme Bruxelles, c'est les voitures partagées. Vous savez que c'est pas les Bruxellois qui créent les embouteillages. Sur le territoire de la ville, c'est la faute des nafteurs. Sur le territoire de la ville, 60% au niveau du centre n'ont plus de voitures et font les voitures partagées. Et donc, c'est pas la faute des nafteurs. Les nafteurs ont des difficultés d'arriver parce que le RER n'est pas fait. Et donc, je ne remets pas la faute sur personne. Je voulais dire à un moment donné que si on ne développe pas et si on n'investit pas, il ne fallait pas retirer 3 milliards à la SNCB. Il fallait donner 3 milliards supplémentaires. Si on veut vraiment une autre mobilité, une mobilité collective, il faut investir dans nos transports publics. Et on n'investit pas assez. Tout sera résolu. C'est ce que dit en tout cas M. Bollot, et pour moi c'est un peu tard. Et je rappelle que c'est ce gouvernement-ci qui a arrêté les travaux du RER pendant 4 ans. On ne l'avait jamais fait depuis que les travaux ont commencé. Et le jour même où Charles Michel annonce que les travaux vont redémarrer, ce qui est quand même une grande annonce, en mars, son ministre prévient que oui, mais ils vont se terminer en 31 et pas en 2021. Un peu plus tard que prévu, c'est ça exactement. Mais simplement, ne pas dire qu'il n'y a pas de zone basse émission. Il y a justement à partir du 1er janvier. À partir du 1er janvier, c'est très bien, mais ce que je veux dire. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, puisque ça vient d'être créé. Et c'est une vraie révolution, mais qui est progressive. 4% des véhicules sont déjà interdits, et progressivement, il y en aura de plus en plus. Et donc, je pense que les choses changent. C'est vrai qu'en matière de mobilité, ça reste un cauchemar à Bruxelles, mais je pense qu'il y a énormément d'actions qui ont été faites récemment en matière de mobilité douce, en matière de métro, le RER, on en est loin, mais bon, le RER bruxellois, il y a enfin une signalétique. Donc il y a encore énormément de choses à faire, et je pense que ce qui nous manque certainement, c'est un RER rapide et crédible. Hein, et ça, il ne faut pas oublier de lier mobilité et santé. Bruxelles a été pointée du doigt à plusieurs reprises pour le niveau de pollution. Et donc même encore aujourd'hui, se promener dans certaines artères, faire du vélo dans certaines artères, c'est aussi bouffer de la pollution. Et donc là, il y a vraiment un enjeu. Très rapidement, je demande à chaque réunion, vous allez au salon de l'auto? Non. Pascal Vrébos? J'ai pas de vélo. J'ai plus de voiture, moi. Oui. Et vous, Karine Ladue, vous allez y aller quand même? Non. Et Georges J'ai une voiture hybride. J'essaye de polluer le moins possible. Et vous, Georges d'Allemagne? Moi, j'irais peut-être, parce que j'irais voir un peu. Non, c'est pas peut-être, c'est tu y vas ou tu y vas pas. Non, mais. J'irais peut-être, je maintiens. J'ai quand même encore le droit d'avoir des points d'interrogation sur mon agenda. Vous avez le droit. Pour aller voir un petit peu les avancées technologiques, justement. Et il y a notamment une partie du salon qui est réservée à la mobilité qui ouvre jeudi. Voilà, il ne faut jamais oublier que la mobilité de demain, c'est aussi une mobilité plus propre et des voitures beaucoup plus propres, notamment électriques. Et c'est ça l'important aussi. C'est de prévoir. Et là, il faudrait aussi que et la région et les communes anticipent par rapport aux bornes électriques dans la ville, dans la région, pour que lorsque les gens ont envie d'acheter des voitures électriques, qui est important notamment pour la santé publique et notamment pour nos enfants, eh bien, ils puissent recharger correctement leur voiture. Et là, il y a une dynamique publique aussi à faire par rapport à ça. On ne parle pas du diesel, non? Non. C'est fini. On n'en parle plus. Enfin, parlons de l'addiction aux jeux vidéo et aux écrans. Est-ce qu'elle est considérée, est-ce qu'on peut la considérer comme une maladie, comme le propose l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS? Mercredi soir, dans le magazine M, le thérapeute Serge Minet répondait à la question « Mon ado regarde des jeux vidéo 10 heures par jour, est-ce que je dois m'inquiéter ?» Je dois m'inquiéter, et c'est là que nous sommes accessibles. Si vous voulez, le travail thérapeutique est un lieu où la thérapie est un lieu dans lequel la famille va venir ensemble. Il ne faut pas envoyer le jeune chez un thérapeute tout de suite en disant « fais-toi soigner, tu es malade de ta vidéo ». Non, que la famille vienne. Et on regarde en quoi l'écran vient faire écran dans la famille, pas seulement chez le fils, peut-être chez la petite sœur, peut-être chez le père qui revient et qui ramène du boulot. On est dans une économie du virtuel. Les entreprises disent aux travailleurs, aux employés, travaillez à la maison, prenez des contacts, continuez. La mère est sur d'autres activités. Bref, l'écran est omniprésent. Donc moi j'essaye de réguler dans la famille la place de l'écran, essayer de voir en quoi l'écran fait écran et comment diminuer cet écran. Sylvie Losberg, l'écran fait écran, c'est une belle image. Oui, et évidemment Serge Minet sait de quoi il parle, puisqu'il dirige le service d'addictologie à l'hôpital. Je crois que ce qui est important dans ce qu'il dit, c'est qu'au fond, on est dans un moment où l'Organisation mondiale de la santé veut faire de l'addiction aux jeux vidéo une maladie.
une maladie qui serait finalement guérie par des molécules chimiques. Et donc le risque, c'est d'avoir nos adolescents dans des camisoles chimiques, alors qu'au fond, l'addiction à un jeu vidéo, quand on est adolescent, correspond à un moment de la vie où on a des difficultés à gérer ses impulsions et où quand on est face à des problèmes qu'on a du mal à gérer ou qui semblent insurmontables, on a des stratégies de fuite, notamment de fuite dans un monde virtuel. Et donc, venir régler ce problème avec un médicament, puisque les laboratoires sont là, derrière, évidemment, l'OMS pour essayer de vendre leurs molécules chimiques liées aux dépressions adolescentes, c'est éviter, d'une part, ce que le professeur Minet dit, c'est-à-dire l'autorité, la structure familiale, le dialogue, le fait que l'enfant est pris dans une structure et pas laissé à tout va avec son ordinateur ou sa tablette. Et d'autre part, c'est aussi ne pas s'interroger sur les difficultés existentielles des adolescents, pourquoi ils ont ces comportements de fuite. Et donc je pense que c'est très très dangereux de cataloguer l'addiction aux jeux vidéo, ou en tout cas la consommation excessive de jeux vidéo, comme une maladie, parce qu'on va en arriver à cette dérive pharmacologique, et ce n'est pas du tout la bonne réponse. Alors Georges d'Allemagne, avec vos 4 filles dont vous nous parlez, est-ce qu'elles sont addictes aux jeux vidéo? Un petit peu, oui, quand même. Un petit peu, pas aux jeux vidéo, mais aux smartphones. Aux écrans. Est-ce que c'est une maladie pour vous? Moi, je suis médecin, et d'abord, je dois avouer que je n'adhère pas du tout à la vision un peu caricaturale de l'OMS. J'ai trop de respect pour cette organisation que je connais bien, et de prétendre que les laboratoires sont derrière, ça me paraît un peu... Moi, je pense que, comme toutes les addictions, elle est sous-estimée au moment où elle naît. Vous savez, moi, je me souviens de l'addiction à la cigarette. C'était pas grave. Hein. On distribuait les paquets de cigarettes au bidas. Voilà. On disait même que c'était bon pour la santé. C'était bon pour la santé, etc. La même chose pour l'alcool, puis la même chose pour le sucre, etc. Je pense qu'on est face à un nouveau phénomène qu'on a encore du mal à percevoir complètement, mais qui est, à mon sens, effectivement une vraie addiction, un vrai problème qui provoque des problèmes de santé. Qu'il y ait des causes sociales ou d'éducation, etc. derrière, comme beaucoup de maladies, c'est bien possible, mais je pense qu'effectivement, cela a un impact sur la santé. Quand des enfants ne parviennent plus à dormir parce qu'ils sont complètement addicts, ça a un impact sur leur santé, sur leur nutrition, sur leur scolarité, et ça a un impact social. Et donc, c'est ça que veut dire l'OMS. C'est une maladie, c'est pas une maladie, c'est un comportement. C'est une addiction, c'est une addiction. Voilà. Et donc, comme toutes les addictions, je pense qu'elle mérite qu'on la prenne au sérieux. Évidemment pas par des médicaments. Je pense qu'il y a... oui, mais il y a beaucoup d'autres addictions, il y a beaucoup d'autres... Je suis désolée, parce que sur l'OMS, il faut savoir que c'est dans le DSM-4, donc ça veut dire que c'est ce qui catalogue les maladies, et donc quand on va diagnostiquer que c'est un problème addictif de maladie, moi je ne joue pas sur les mots. C'est un problème de santé. C'est encore au médecin à décider s'il donne un médicament ou pas. Mais oui, c'est ça. Et c'est un problème de santé. On peut appeler ça maladie, addiction, ce qu'on veut. Mais c'est un problème de santé. Mais c'est un problème de santé. Et je pense qu'il doit être pris sérieusement parce qu'on est face à un phénomène qui est relativement nouveau. Et moi, je vois des jeunes, effectivement, on voit que les résultats scolaires, on l'a dit, sont affectés. Je pense que c'est... Karine Ladieu. Il y a d'abord aussi, avant qu'on arrive à l'addiction, arrive parce qu'il n'y a pas eu d'encadrement, parce qu'il n'y a pas eu d'éducation, parce qu'il n'y a pas eu... Moi, je vois des gens en réunion qui sont incapables je peux pas dire un mot sans qu'il n'y a pas eu d'éducation, d'encadrement, qu'il n'y a pas eu, à un moment donné... moi, je connais d'autres pères de famille qui disent « Ok, c'est 1 heure par jour devant ton écran, et puis c'est fini. Et puis, je m'occupe, on fait des jeux de société, on va voir un musée, etc. » Il faut, évidemment, j'ai l'impression qu'on dit... On est déjà au bout, et voilà, ce sera comme ça. Hein, les gosses seront addictifs aux tablettes aujourd'hui parce que l'écran fait partie de notre vie. Non, essayons quand même d'ailleurs d'abord de voir les causes et d'attaquer les causes. Et on peut résister. Et on sait combien à l'école, etc., il faut travailler cet outil. Je veux dire, travailler l'outil, l'écran, etc. Et à un moment donné, arrêtons de stigmatiser en maladie. Moi, j'ai chaque fois peur aussi quand on stigmatise en maladie. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la solution de facilité? C'est dire une maladie et c'est donner des médicaments. On sait que les enfants d'aujourd'hui prennent beaucoup, beaucoup plus de médicaments que lorsque nous, et je suis pas... j'ai mon âge, eh bien, j'étais jeune. Un enfant un peu trop excité, il est hyper kinétique et hop, on lui envoie des médicaments. Et donc, etc. Donc, faisons... Mais quand on dit maladie, aujourd'hui, on parle de médicaments. Donc, moi, je préfère quand même... Moi, je suis médecin, je suis désolé, il y a énormément de maladies qui ne demandent pas de médicaments. Julie Frère. Je pense que c'est intéressant aussi au niveau de vous
avez parlé de l'éducation, mais on se pose aussi la question de la place des écrans à l'école. On avait eu toutes ces contributions qui étaient publiées, notamment de parents de la Silicon Valley qui disaient qu'ils mettaient leurs enfants dans des écoles traditionnelles, sans écran, qu'ils essaient d'éloigner leurs enfants le plus longtemps possible des écrans. On a quand même une ex-personnalité de Facebook qui a parlé aussi des dommages que peut créer Facebook au lien social, au lien humain. Et donc ici, on parle très spécifiquement de l'addiction aux jeux vidéo. Je pense que c'est aussi une question de société beaucoup plus large. Moi, je me pose la question, ne serait-ce que pour moi-même, de mon rapport à mon smartphone, avec ma vie privée, ma vie professionnelle, le fait d'être tout le temps connecté. Je pense qu'en tout cas, et en fait, je rejoins assez ce que Sylvie de nouveau a dit tout à l'heure, mais je pense que le mérite de cette discussion est d'avoir ce type de débat sur nos modes de vie aussi à tous plus largement. Pascal Vrébos. Oui, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera de plus en plus connectés. Et quand on reverra ce débat dans 15 ans, j'imagine que ceux qui le verront diront tiens, ils étaient un peu archaïques. Par contre, et pour faire la boucle avec le départ, on doit quitter son écran pour les relations humaines, on revient à la drague, la vie, la spontanéité, etc. Et alors, seconde chose, les écrans, c'est aussi l'éducation aux médias. Ouais. Éducation aux médias qui faisait partie du fameux cours de 2 heures qui date depuis 2000 et qui n'existe pas. Je crois que la balle est dans votre camp, Georges Dallemagne. Il a quand même mis ensemble depuis 18 ans tous les politiques. Hein. Il y a quand même eu cette délicatesse. Le politique. Le politique. Oui, c'est ça. Oui, le politique dans son ensemble. Hervé Meillon, une remarque là-dessus? Non, ce que disait Karine, c'est vrai. C'est aux parents à faire attention et puis à limiter ça dans le temps. C'est des grands mots parce qu'on n'est pas toujours là pour aider nos enfants. Donc ce sont des grands mots aussi. C'est vrai qu'il y a plus de 10% des jeunes qui sont touchés donc, par cette addiction qui n'est pas donc une maladie pour Georges Dallemagne parce qu'il ne donne pas de médicaments. C'est un peu l'inverse que j'ai dit. Non. Qui est une maladie. Je ne donnais pas des médicaments, mais que pour moi, addiction, maladie, on jouait sur les mots. Oui, donc, mais il ne faut pas non plus dramatiser, se battre contre les jeunes qui vont dans ces jeux vidéo. Il faut gérer ça, il faut comme on a géré la télé, comme on a géré tout un tas de trucs, il faut gérer maintenant, et comme disait Jean-Jacques tout à l'heure, il faut résister, gérer. Gérons. On va passer à nos coups de cœur d'ailleurs dans cette émission. Et on commence avec vous, Hervé Meillon, vous vouliez nous parler d'un musée à Abu Dhabi. Ah oui, le musée d'Abu Dhabi qui a ouvert ses portes fin de cette année, fin de l'année 2017, qui est le premier grand musée universel du monde arabe, qui est ouvert à tous. C'est le musée du 21e siècle, une signature de Jean Nouvel. C'est un dôme, en fait, hein, ce qu'on voit là à l'écran. C'est un gros dôme. Oui, c'est le dôme. Ça, c'est magnifique parce que les lumières entrent, la lumière jaillit vraiment dans le musée. Il y a une superbe toile de Magritte aussi dans ce musée. Et effectivement, Sa Majesté Mohamed VI a été un des premiers visiteurs du musée d'Abu Dhabi et c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir, qu'il faut voir et que c'est vraiment et je crois que le Vif d'ailleurs en parle dans son numéro 7. Et d'ailleurs, il faudra penser à y aller, mais pas en vélo. Là, il faudra aller en vélo et en avion, il faudra dépenser un peu de kérosène. Et vous, Pascal Vrébos, vous voulez parler d'un flâneur? Il vient de me casser. Voilà. Oui, un flâneur. Alors c'est un livre vraiment charmant que j'ai lu de l'écrivain Bass, qui a été une des plumes du président Hollande. Il n'avait jamais été à l'Élysée, etc. Il s'est d'ailleurs acheté des chaussures noires pointues. Il aura mal pendant les 3 ans pour être présentable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous présente l'envers du décor de l'Élysée, avec ses déboires, ses joies, ses tristesses, de manière vraiment éclairante. Sympathique, on voit qu'il aime beaucoup le président Hollande, mais il est entouré de gens curieux, il est dans un monde finalement quasi virtuel, et vraiment pour découvrir, j'ai envie de dire, l'envers de l'Élysée, mais pas de manière scandaleuse, d'une manière presque proustienne, je vous conseille ce bouquin. Alors c'est Le flâneur de l'Élysée, et c'est Pierre-Louis Bass qui l'a écrit. Alors Sylvie Losberg, vous voulez nous parler d'un film, vous? Oui, alors vous parlez de coup de cœur, mais je voudrais donner un coup de cœur un peu paradoxal, parce qu'en fait aujourd'hui on est dans une société où on dit on ne peut pas comparer ce qu'on vit avec les années 30, les jeunes ne s'occupent pas de politique, ça ne les intéresse pas. Et Les Heures sombres, qui est un
film donc sur l'avènement de Churchill pendant la guerre, comment est-ce qu'il arrive au pouvoir et comment est-ce qu'il va finalement renverser la vapeur, est un film tout à fait formidable d'un point de vue cinématographique, mais en même temps, c'est un film, j'étais à Paris, il n'y avait pas une salle où il y avait moyen de rentrer, et dans les salles, c'était la majorité des jeunes de 25-30 ans. Et ça m'a beaucoup touchée en tant qu'historienne, parce que ce film est un film où on ne voit pas la guerre, en fait. Ce sont des paroles, c'est des mots, c'est des engagements, et vraiment le slogan qui dit « Les heures sombres, ne jamais renoncer, ne jamais céder », quand on sort de là, on a un enthousiasme, et on se dit « C'est vrai qu'on peut résister à l'extrême droite, on ne doit pas céder au chantage ». Et je pense qu'aujourd'hui, que des jeunes aillent voir ça, entre le Goncourt sur le 38 et le Renaudot sur l'après-guerre, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Voilà. Julie Frère, vous voulez nous parler de Patricia. Oui, Patricia. Je voulais vous en parler dans le cadre aussi de tout ce qui se passe à Bruxelles avec la plateforme citoyenne d'hébergement. Ici, c'est une auteure bruxelloise, Geneviève Dama, qui a écrit ce livre. Et ça raconte l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un migrant sans papier. Et c'est une histoire absolument magnifique, très bien écrite, très nuancée, très... On sort de ce livre bouleversé, c'est très court, en fait ça se lit très vite, mais on sort d'une petite bulle absolument magique, donc je vous recommande, et par rapport aux événements qui se passent pour le moment en Belgique, ça fait du bien d'en sortir un petit peu avec ce type de bouquin. Eh bien, 4 bons coups de cœur déjà, on va voir si les 2 derniers vont vous satisfaire aussi. Ce sont les livres de nos invités, on commence par celui d'Hervé Meillon, et c'est Texticule, comme il l'a dit bien lui-même, c'est paru chez MLS Éditions. Alors ce sont des formules lapidaire, pleine d'humour, qu'il écrit d'habitude pour Facebook, mais là qu'il a ramené dans un livre. Alors je vais vous en citer 2, là, que j'aime bien. La jalousie ne sert à rien, le parapluie n'empêche pas la pluie de tomber. Et vieillir, c'est avoir peur de son ombre. Ah oui. Mais ombre... Avec N. Avec N. Voilà, très joli. Pascal Vrébos, lui, c'est son livre, son relivre, on pourrait dire, qu'il a retweeté. Une semaine avec Henri Miller, ultime rencontre avec l'écrivain et sa muse Brenda Vénus, audition chez Genèse Éditions. Et c'est un livre augmenté, en fait, d'éléments, parce que le livre était déjà paru il y a quelques dizaines d'années. Est-ce que vous, Karine Lalieu, Georges d'Allemagne, un bon conseil à nous donner pour ce week-end, une belle exposition à la Centrale, par exemple? Bah oui, alors en général, si vous nous parlez chaque fois de la Centrale. Vous me parlez de la Centrale. Oui. Il y a une très très belle exposition. Il y a 3 ans, j'avais rencontré les collectionneurs bruxellois. On a des collectionneurs magnifiques et je rappelle que c'est grâce aux collectionneurs que les artistes peuvent vivre puisqu'ils achètent leurs œuvres. Et on a décidé de les mettre à l'honneur et c'est des parties de collection de 11 collectionneurs bruxellois à la Centrale. C'est une expo remarquable et je trouve que par rapport à la culture, public-privé doit avancer main dans les mains pour qu'on démocratise ces cultures et qu'on voit toutes ces magnifiques œuvres et qu'on soutienne les artistes. Conseil rapide de Georges d'Allemagne. Mais moi, j'ai lu un petit livre, vous connaissez tous le Goncourt de cette année, qui est Vuillard, l'Ordre du jour. Oui. Il a écrit un petit livre qui est ressorti à l'occasion, qui s'appelle Congo, et qui est vraiment un petit bijou. Et je dédie ce livre, si je peux, à toute la population congolaise dont on sait qu'elle connaît aujourd'hui des moments particulièrement douloureux, particulièrement graves, et qui est dans une détresse profonde. Et ce livre est vraiment un bijou et est assez sévère sur la manière dont les Belges se sont comportés effectivement au Congo. Congo d'Éric Vuillard. Merci à tous, invités et chroniqueurs. On se retrouve samedi prochain. Bon week-end.